Bonjour à tous, je suis Sébastien Abdelhamid et bienvenue dans La Légende. Clique dans La Légende retrace l'histoire de vos émotions. Jeux vidéo, cinéma, manga, japanimation, que sais-je. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'œuvre extraordinaire qu'est Les Sopranos. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série qui a marqué la télévision, mais pas que, une série qui a marqué les esprits et les cœurs, et bien plus. Nous allons parler de la série légendaire Les Sopranos. Et avec moi aujourd'hui, pour en parler, je suis très heureux d'accueillir Frédéric Foubert, journaliste, auteur d'un livre sur Les Sopranos, co-auteur, Sopranos, l'Amérique désenchantée. Ouais, salut. Bienvenue. Merci. Et Alain Carazé avec moi également. Bienvenue, auteur, mais aussi journaliste, de multiples casquettes et auteur d'un livre, série Anatomie. Oui, avec Romain Nigita, tout à fait. Ouais. Bienvenue, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir pour parler de peut-être ce qui est une des séries pour moi les plus marquantes et les plus impactantes de sa génération, Les Sopranos. J'aimerais qu'on revienne... Pour l'instant, tout va bien, voilà. D'accord. Parce qu'il faut le dire, on le précise, Les Sopranos ont 20 ans cette année. Ça a eu 20 ans en janvier, donc on va dresser un petit peu un bilan de ces 20 ans. Il faut rappeler un petit peu le contexte. Les Sopranos, ça sort aux États-Unis sur HBO, une chaîne payante. Comment ça arrive aux États-Unis, Les Sopranos? Disons que HBO, auparavant, était... Bon, pour simplifier, c'était l'équivalent de Canal+ aux États-Unis, ou Canal+ est l'équivalent de HBO en France. Enfin bon. Mais sur HBO, il y avait surtout des films et des matchs de boxe. Et les rares productions originales, les rares créations originales de HBO étaient axées sur un ou deux aspects qu'une chaîne payante pouvait se permettre, à la différence des chaînes gratuites, à savoir le sexe et la violence. Bref, ce qu'on ne peut pas voir en gratos, sur ABC ou sur NBC, on peut le voir sur HBO. Et ça, ils jouent complètement dessus. Dream On, il y a des scènes de sexe, justement pour appâter le chaland en disant « Ah, mais ce que vous voyez chez nous, vous ne pouvez pas le voir ailleurs. » Ils ont produit Oz, au bout d'un moment. Série carcérale, on rappelle. Série carcérale, justement basée sur l'enfermement, sur la violence, etc., mais avec un contexte et un sous-texte sociétal vachement intéressant. Mais c'était aussi, l'accroche, la base, était aussi... Venez chez nous, venez voir cette série-là, parce que vous allez voir, ça bastonne, il y a de la violence, il y a des gens qui ne sont pas gentils, etc., et que vous ne pourrez jamais voir ailleurs. Et puis un jour débarque cette série de David Chase, Les Sopranos, qui est en fait ni plus ni moins qu'une série familiale, une chronique familiale, sauf que le héros de la série a deux familles. On va en parler après de ces deux familles. Voilà, mais c'est la différence du truc. Et HBO veut lancer cette série, David Chase, qui a produit d'autres séries avant, se dit bon, pourquoi pas, c'est un projet à lui. Au même moment sort un film qui a à peu près le même sujet, mais un film comique. Mafia Blues, Analyse Suisse. Et quand même, Sopranos sort. Et là, à la surprise générale, y compris de David Chase, mais de tout le monde, son petit projet de série devient un truc dont tout le monde parle et qui révolutionne complètement la série télé, la perception des séries. Et en clair, on se dit... Même si on ne regarde pas de série télé, même si on ne regarde pas la télé, on regarde Les Sopranos parce que Les Sopranos, ce n'est pas de la télé. C'en est. Mais Les Sopranos, ce n'est pas de la série télé. C'est le slogan de HBO, d'ailleurs. Ouais, exactement. It's not TV, it's HBO. Tout à fait. Vous n'êtes pas à la télé. Et ça correspond complètement à leur proposition et ça va dépasser les espérances de HBO. C'est-à-dire ça va même créer de l'abonnement. Ce qui est le truc dont tout le monde rêve, ça crée de l'abonnement uniquement pour voir la série. Et donc ça devient un phénomène, le phénomène pop culturel de l'époque, le plus attendu, enfin c'est devenu vraiment, ça a dépassé tout le monde, quoi. Et on le rappelle, on est en 99. Est-ce que c'est un succès dès le départ, Frédéric, Les Sopranos? Oui, c'est un succès dès le départ d'audience et un succès critique, c'est-à-dire que la critique américaine est dithyrambique sur la série. Le New York Times, au bout de la première saison, dit c'est la plus grande œuvre audiovisuelle jamais créée ou créée depuis 25 ans à la télévision américaine. Donc c'est accueilli comme le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, il y a un décalage entre la France et les États-Unis. Les Américains ont tout de suite été fous des Sopranos. Ils ont adoré ça. Tout le monde regardait. Et en France, j'ai l'impression, ça a été
un petit peu plus de niche quand même, Les Sopranos. Ça n'a pas C'était été sur un succès. Jimmy. Voilà, c'était Oui, sur, voilà. Jimmy, C'était sur Jimmy, et c'était quand c'était même sur- réservé à un public un peu... Quelle date la première initié. diffusion sur Canal Jimmy 2000, je crois, à l'époque j'imagine. c'est tout- 2000, c'était un peu après. Oui, c'était C'est 2000. arrivé Ils étaient un an en après, cours de quoi. deuxième saison. Voilà, donc oui, c'est on arrivé avait un an de décalage à peu près. 9 mois, un an, quelque chose comme Alors, ça. je suis d'accord pour dire que c'était un peu plus confidentiel, mais aussi du fait que Canal Jimmy n'était pas forcément accessible. Et je le rappelle, on est en 99 à la sortie des Sopranos. Le contexte même d'Internet est complètement différent. C'est pas aussi répandu. sûr, La bien sûr. DSL n'existe pas ou peu. Et puis aussi, les séries ne sont pas du tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on consomme des séries quotidiennement, on va dire. Il y a énormément de séries. Ça va lancer, en quels plus sont, la révolution Je des suis pas séries. tout à fait, excuse-moi, je suis Ah. pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. En France, oui. En France, oui. En France, oui. Dans les pays anglo-saxons, les séries, elles Mais on est sont plus reconnues, elles sont de la consommées. sitcom. On est plus dans de la sitcom ou des. Pas du tout. Il y a feuilletons. urgence quand même. Mais Il y a plein de choses. il y a Juste, quand même voilà, des- ouais. exactement. Il y a Non, X- non, non. Il y a X-Files et Urgence. Il y a Mais ça va X-Files. amplifier le phénomène quand même. Les Tout à Sopranos, fait, il y a ça va. X-Files, il y a Urgence, il y a énormément de séries classiques déjà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une connaissance Il y a du Buffy. média, il y a une connaissance du média sériel dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne et aux États-Unis principalement. Des séries, il y en a partout dans les grilles de programmes de soirée sur toutes les chaînes. C'est le produit d'appel, littéralement. C'est là où des nouveaux créateurs arrivent, entre un flic dans la mafia, entre les Street Blues, entre la loi de Los Angeles, enfin je pourrais en citer des centaines comme ça. Au milieu de séries plus banales et plus amusantes, de séries policières, un peu sans saveur, certes, Le mais il y en a Rebelle. beaucoup. Mais tout à fait. Mais il y en a énormément, et il y a tous les ans un véritable des pépites qui se déclenchent. Souvent, il y a des bouquins qui parlent d'âge d'or des séries, et cet âge d'or, c'est quasiment tous les 10 ans, quoi, en fait. Donc non. En France, oui. En France, il y a un mépris, il y a un dédain pour tout ce qui est série. Et moi, je me retrouvais quelquefois à Jimmy face à des journalistes qui disaient non, mais moi, je regarde pas les séries. Par contre, Drummond, c'est vachement bien. Donc, Oui, donc à l'époque en France, Ce que ça va changer, c'est la légitimation culturelle des séries. C'est-à-dire que tout à coup, Les Sopranos, c'est une série d'auteurs. Et donc, on va dire, il y a un type derrière tout ça qui écrit, qui pense, qui s'exprime à la première personne. Et donc, pour les critiques, ça va devenir légitime, en fait, d'aimer les séries, grâce aux Sopranos. sachant une chose quand même importante, c'est qu'un épisode des Sopranos, c'est plus ou moins 1 heure. Ouais, Au départ, c'est plus ou moins c'est 1 heure. justement ce que propose HBO. HBO, c'est la grosse différence, et ce qui va faire basculer tous les trucs, c'est que jusqu'alors, en effet, les séries, principalement aux États-Unis, sont sur les formats commerciaux, ce qui est logique, c'est interrompu par la publicité. Les chaînes sont gratuites, donc il faut bien qu'elles gagnent de l'argent. Donc elles gagnent de l'argent avec de la publicité, et c'est assez formaté. Ce que HBO propose aux gens qui viennent faire des séries chez eux, que ce soit pour les Sopranos, que ce soit plus tard pour des séries comme Six Feet Under, etc., c'est justement d'être au-delà de ces contraintes. Il n'y a pas d'interruption publicitaire, donc ça veut dire que la narration, c'est super important ça, c'est David Chase et c'est d'autres qui l'ont dit, c'est-à-dire que la narration est complètement différente. Ça veut dire que vous n'êtes pas tenu de faire des chapitres de 12 minutes entre les interruptions publicitaires, vous n'êtes pas tenu de segmenter votre série de cette façon, vous pouvez faire vraiment un tout de 52 minutes. C'est pour ça que certains épisodes, on peut penser de prime abord, si on ne connaît pas les Sopranos, que c'est un petit peu long. Par exemple, Absolument. dans la première saison. Le rythme est très particulier, il y a parfois un faux rythme qui s'installe, mais rien est inutile. C'est-à-dire que même les silences sont utiles, même les dialogues les plus futiles qu'on peut avoir sont utiles. Même filmer un type qui prend son petit déjeuner sans en dire un mot Tout à devient un événement. Tout quoi. est Ça utile. devient du suspense. David c'est un Chase truc- était très fier de ça. David Chase était très fier de dire, voilà, à la télévision, d'habitude, ce qu'on a, c'est justement beaucoup de dialogue parce que c'est facile. Enfin, c'est long à écrire, bien sûr, il faut du talent, mais c'est facile à tourner. Il y a deux personnes en train de discuter, il y a deux caméras, là, et puis hop, ça y est, c'est fait. Lui, il se dit, moi j'ai la chance de pouvoir faire des scènes dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de dialogue, dans lesquelles c'est à travers les expressions, dans lesquelles c'est à travers les regards, dans lesquelles... C'est comme tu disais, quelqu'un en train de prendre son petit déjeuner, et c'est ça qui va tout changer dans la série. Alain, tu as rencontré David Chase, tu as été même sur le tournage des Sopranos, tu nous as ramené quelques images, puisque tu en avais fait un documentaire. Philippe Apieto et mon producteur Yves Fletcher, on était partis sur le tournage des Sopranos. Alors c'est quelle saison là C'est la saison 2. Ça, c'est- Non, pardon, c'est la saison 3. C'est le premier épisode de la saison 3. Ce sont vos images là qu'on voit. Hein. Ah oui, ce sont nos images. C'est pas du tout des images. C'est pas du tout des images de la série. C'est le premier épisode de la saison 3 sur lequel on était. En fait, on avait tissé des liens d'amitié avec David Chase, avec toute l'équipe, avec James Gandolfini, avec Eddie Falco, etc., parce qu'il était venu à Paris. Et David Chase nous avait dit lors d'un dîner, parce qu'on a fait à peu près une dizaine de dîners quand il était là, on n'a pas arrêté de manger, comme eux. On a fait non, mais on a fait pareil tout le temps. Quand ils étaient à Paris, on a fait pareil tout le temps. Ils nous invitaient tout le temps, et nous, on les invitait tout le temps. Et ils nous disaient, faut que vous veniez.
Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le tournage des Sopranos était interdit à la presse, interdit à toute caméra. Ils ont dit, non mais, faut que vous veniez. Ouais. On a passé une semaine avec eux sur le tournage. C'était absolument extraordinaire. On en a tiré donc avec Philippe Papietro ce documentaire qui s'appelle Family Business, qui est un témoignage un peu de... Diffusé sur Jimmy à l'époque. Un témoignage de la vie et de l'amitié qu'il y avait. Et donc, ça, c'est typique des Sopranos. Alan Cutler, le réalisateur, disait, voilà, pour une scène comme ça, je suis à 3-4 caméras, parce que sinon, avec tous les personnages qui sont autour de la table, ça a l'air de rien. Tous les personnages en train de manger autour de la table, j'en aurais pour 3 jours. Avec des scènes de dialogue qui passent de l'un à l'autre, etc. Là, il est à plusieurs caméras, ils le font plusieurs fois, il mange réellement. Oui, ça c'est important aussi. C'est de la vraie bouffe. Non, mais je vais vous confirmer, c'est de la vraie bouffe. Il mange sans arrêt, et même entre les scènes. Et là, on voit donc James Gandolfini, on ne l'a pas encore évoqué, mais James Gandolfini, c'est on va dire sa révélation, c'est dans Les Sopranos. Avant, sa carrière, c'est quelques petits rôles dans des films, notamment dans True Romance, où il commence. Et après, il lie une certaine relation avec Tony Scott, il va jouer dans 8 mm aussi, par ailleurs, et dans d'autres films. Mais en fait, on ne reconnaît pas vraiment à Hollywood le talent à proprement parler de Gandolfini. Frédéric David Chase a dit d'ailleurs, sans Gandolfini, Les Sopranos n'auraient jamais été Les Sopranos. Ça devient vraiment Les Sopranos quand il trouve Gandolfini. À la base, c'est Anthony LaPaglia qui devait jouer le rôle principal, donc l'acteur de FBI porté disparu. Finalement, c'est Gandolfini, qui est donc cet acteur de second rôle qu'on ne met pas vraiment en lumière. Et il devient effectivement l'équivalent de Brando. C'est... le plus grand acte, une révélation d'un acteur phénoménal, phénoménal, qui peut... Il n'y a pas de Soprano sans Gandolfini, il n'y a pas de Gandolfini sans Soprano. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. James était quelqu'un de très timide. Il serait incapable de faire ce qu'on est en train de faire. Ça peut paraître absolument absurde, mais il refusait toutes les interviews de télé. Il a très mauvaise expérience avec des télématins qu'on lui a fait faire en Angleterre et qui étaient absolument catastrophiques. Et il déteste ça. Et je vous le confie, il était ultra timide. Ultra timide. Et c'est un des types les plus gentils du monde qui m'a été permis de rencontrer. Et en fait, il est recommandé par David Chase pour jouer le rôle de Tony Soprano. Comment ça se passe ? Il a passé des castings, comme tous les autres, et puis c'est lui qui a décroché le rôle, parce que le personnage de Tony Soprano, c'est pas un mafieux. C'est un mafieux, mais c'est un mafieux malgré lui. C'est un mafieux à cause de sa famille, c'est un mafieux à cause de son père, à cause de sa mère, c'est qu'il, grosso modo, il n'a pas le choix. Et les premières séquences du premier épisode, c'est quand même lui qui fait une crise d'anxiété parce qu'il y a des canards qui s'envolent sur sa piscine. Enfin, alors, c'est intéressant, on va repitcher pour les gens au cas où qui ne connaissent pas Les Sopranos. C'est en fait l'histoire d'un père de famille, mais aussi un parrain de la mafia qui fait des crises d'angoisse et qui va consulter son psy. C'est comme ça que ça commence. Ce qui est strictement interdit, enfin ce qui est très mal vu. C'est très mal vu, dans un monde où c'est interdit. Ouais. Et James Gandolfini, comment il vit son succès justement par rapport aux Sopranos ? Très mal. Ouais, difficilement, ouais. Il a fait une fugue d'ailleurs. Enfin, ils ont cherché. La légende raconte qu'il tournait. Alors, c'est peut-être la saison 4, je ne sais plus. Gandolfini avait disparu, quoi. Et donc, il pouvait disparaître. Donc, c'était la panique. Je dis, c'était quelqu'un d'extrêmement timide. Il n'était absolument pas préparé à ce succès. Par contre, c'était quelqu'un qui, pendant les tournages, pendant le travail, était extrêmement concentré, complètement sur son truc. Vraiment, il était dans son personnage, il était prêt vraiment à rentrer dans son personnage, mais donc son personnage était quand même très lourd à porter. C'est comme le personnage de Tony Soprano, c'est pas rien. Oui, il est très très complexe, on va en parler après. Très complexe. C'est une complexité. Il a quel âge quand il commence Les Sopranos ? Il a 30... Non, il a une 35, 40 ? Une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années, je dirais, ouais. D'accord. Mais j'ai eu aussi après au téléphone une réalisatrice qui a travaillé avec lui, pour lequel il a fait son dernier film, et qui m'a dit mais c'est quelqu'un dont le talent a mis du temps à exploser, et il regrettait justement que ça n'aille pas plus vite, qu'il était un peu cantonné à ce rôle-là, mais qui était déjà formidable. Mais elle confirmait aussi que c'était quelqu'un d'une timidité maladive, mais vraiment maladive. Donc ce qui l'empêchait de vraiment pouvoir encore faire beaucoup de choses. Il avait ses démons en plus, mais il était vraiment très pratiquement renfermé. Alors le truc, c'est quand il vous donnait sa confiance, il vous la donnait complètement. Comme il l'a fait avec David Chase. D'ailleurs, j'aimerais qu'on aborde le sujet de David Chase, qui est producteur, mais pas que, de Soprano, qui est en fait son but
à la base, c'est de déconstruire les clichés des Italo-Américains. Lui, à la base, on était venu le voir en lui disant il faudrait faire Le Parrain en série télé. Et il trouvait ça lamentable comme idée. Il s'est dit non, mais on ne peut pas faire ça, vraiment, c'est nul. Mais lui, il avait en tête l'idée de raconter l'histoire d'un Italo-Américain, donc lui, qui avait une relation conflictuelle avec sa mère, ce qui était en gros sa propre histoire, quoi, et qui allait chez le psy. Et il s'est dit, tiens, et si on mélangeait les deux? Et si c'était le mafieux du Parrain version télé qui allait chez le psy? Donc l'idée de Mafia Blues. Et en fait, il fait cette œuvre ultra personnelle, quoi. Enfin, il raconte sa vie à travers le portrait d'un mafieux un peu fantasmé. Mais David Chase est impliqué d'une manière quelconque avec la mafia ou pas du tout Ah non, pas du tout. Non, Ça a été un gros... Alors ça, c'est vraiment... C'est le une grosse fantasme, controverse, ouais, voilà. voilà. C'était une grosse Oui, il y a eu ça controverse aussi, dans la il y a eu. série. Il y a eu des controverses, il y a eu des choses comme ça. C'était quoi la Jamais. controverse? La controverse, c'était oui, mais alors vous décrivez la mafia d'une manière, vous écrivez les Italo-Américains d'une façon péjorative, etc. Et puis la mafia, et puis. Ce qu'on a reproché à Coppola à l'époque, ou à Scorsese ensuite. Et pas du tout. Je veux dire, mais alors, pas du tout. Vraiment pas. Et David Chase, avant Les Sopranos, il produit quelques séries, il écrit quelques trucs. C'était un scénariste et producteur à succès. Il avait eu des Emmy Awards, il avait travaillé sur des séries comme $200 plus les frais qui l'avaient fait prospérer. C'était un mec respecté dans le milieu. Mais lui, c'était à la base un amoureux du cinéma. Il avait fait une école de cinéma. Et il voulait être Scorsese ou Polanski ou Fellini. Voilà, il rêvait de devenir un artiste. Quoi. Il veut le faire à la base pour le cinéma. Alors, je crois pas exactement. Je pense pas. Mais tu as raison. Son truc, c'était le cinéma. C'était son rêve, quoi. C'était vraiment ça. Et en fait, il avait un peu honte de sa carrière finalement. Même s'il avait du succès, il disait en fait, j'ai pris l'argent et je me suis assoupi. J'ai fait le job, mais en fait, je me suis jamais exprimé. J'ai jamais parlé de moi, quoi. Donc, je suis pas un vrai artiste. Et il avait un peu honte de ça. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'il le raconte. Mais Les Sopranos, ça va lui permettre d'accomplir ses fantasmes de cinéaste, presque. Mais il avait la chance de bosser quand même sur des séries qui étaient, comme tu l'as mentionné, qui étaient pas honteuse, quoi. C'était pas Chéri fait ma peur. Enfin, vous voyez, c'était pas des trucs vraiment trop bas de gamme. C'était pas uniquement pour gagner sa vie. Kolchak, Night Stalker, enfin, c'était pas honteux, quoi. Mais c'est vrai que il rêvait d'autre chose. Il rêvait d'une autre télé. C'est vrai que quand HBO lui a dit, bah, écoute, nous, il n'y a pas les contraintes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas les contraintes de pub, il n'y a pas les contraintes de personnages, il n'y a pas les contraintes de rythme ou quoi que ce soit. Il a dit banco. Et plutôt que de faire une série dans laquelle il y a uniquement beaucoup de violence et du sexe, ce que HBO réclamait plus ou moins, il a dit non, la violence, il y en a très peu. Si vous regardez bien Les Sopranos, alors quand même, on parle de mafia. Oui. Voilà, on parle d'un mec mafieux. Il y a très très peu de violence. Il y en a un peu dans le premier épisode pour établir le personnage. En fait, c'est tout le temps justifié, dans le sens où... Et c'est tout le temps justifié. Voilà. Dans les dialogues, il n'y a que des fucks, il n'y a que des trucs comme ça, sans arrêt. Mais il y a très peu de violence. C'est dans le 5e épisode qu'on voit pour la première fois Tony Soprano étrangler quelqu'un, à main nue. Ça, c'est le moment de bascule des Sopranos. C'est-à-dire que les spectateurs voient ce truc et se disent mince, je suis en train d'aimer un personnage qui étrangle des gens devant moi, quoi, et qui va étrangler des gens le dimanche soir à la télé. On en parlera, l'aspect anti-héros, un petit peu plus tard. Chase m'avait confié que HBO avait les pétoches avec cet épisode. Il dit attends, ça fait depuis 5 semaines que les gens s'attachent au personnage, et là, tu risques le tout pour le tout, quoi. Ça peut pas aller plus loin, on peut pas éviter ça. Il faut le montrer en train de tuer quelqu'un. Et donc, David Chase, c'est sa revanche un petit peu aussi sur le cinéma, les Sopranos. Comment, justement, le monde du cinéma perçoit cette série, par exemple, parce qu'on a des grands réalisateurs comme Scorsese, entre autres, hein, qui a fait beaucoup de choses au niveau de la mafia, etc. Comment, en fait, le cinéma reçoit les Sopranos, qui est un petit peu en fait un anti-Scorsese dans la forme et dans le fond. Ouais. Alors moi je le vois plus comme la prolongation un peu des Affranchis. Pour moi c'est vraiment les Affranchis plus les Simpsons égale Sopranos. Quoi. Non, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Donc c'est la prolongation. Et d'ailleurs on voit un Scorsese dans le pilote qui rentre dans une boîte de nuit et il y a Christopher qui l'interpelle et qui lui dit Marty, j'adore Kundun. Et voilà, donc il y a quand même l'hommage un peu ironique à Scorsese, quoi. Et puis il y a plein de références au Parrain. Bien sûr, plein de références. La série, c'est des mafieux qui regardent le Parrain, ça fait partie de leur vie et tout ça. Et d'une certaine manière, le cinéma a reçu les Sopranos et tout ce qui a suivi ensuite, c'est-à-dire tout le changement de discours sur les séries, ça a totalement bouleversé le cinéma en fait. C'est-à-dire que ça a changé l'histoire des séries et par ricochet, ça a changé l'histoire du cinéma aussi. C'est complètement ça. Ça a vraiment changé les deux histoires. Tu as tout à fait raison. Autant au niveau des séries, ça a prouvé qu'il y avait un public
pour ce genre de production, pour ce genre de série extrêmement exigeante, encore plus exigeante que les autres, sans contraintes, sans voilà. Donc il y a un public pour ça, mais le public était gigantesque. Je veux dire, c'est que le dimanche soir, au bout de 2-3 saisons, quand il y avait les Sopranos, les audiences étaient plus importantes que les séries qui passaient sur les chaînes gratuites. C'est fou. Alors que c'était une chaîne payante. Donc là, c'est un peu le même phénomène qui s'est passé il y a 2-3 ans avec The Walking Dead, qui était aussi sur une chaîne payante américaine aux États-Unis, et qui faisait plus d'audience que la NBC ou que les trucs comme ça qui passaient les talk-shows. Bon, facile, mais quand même. Donc la télévision américaine a dû se reconstituer après ça, a dû tenir compte de ça. NBC a lancé des séries un petit peu dans le même genre. Tout le monde a commencé à se regarder en disant « Oh, là... » On a quelque chose. Là, il y a un changement. Là, ça change. Là, il faut être plus exigeant. Là, il faut repousser les limites. Mais justement... C'est une chose. Et le cinéma, d'un autre côté aussi, s'est dit « Ah, là, avec HBO, à partir du moment où les contraintes sont différentes, à partir du moment où on n'est pas tenu de faire des mini cliffhangers toutes les 12 minutes avec de la pub à l'intérieur, là, on peut peut-être continuer à aller encore un peu plus souvent. Il y allait déjà. Je vous rappelle quand même qu'Alfred Hitchcock et Walt Disney faisaient des séries télé. Donc, c'est pas nouveau qu'il y ait des gens de cinéma qui fassent des séries télé, mais ils sont allés encore plus. Et là, il y a vraiment une tendance à envahir un petit peu les... Tout à fait. Et on voit le cinéma, l'influence du cinéma, notamment du cinéma de mafia dans Les Sopranos, mais c'est également dans le casting. Ouais. Le casting, il est juste parfait. Ah ouais. Est-ce qu'il y a eu une fois dans l'histoire des séries un meilleur casting? C'est vrai qu'on parle de Gandolfini, mais il y a tous ceux qui l'entourent, quoi. C'est-à-dire de Junior à Christopher. Ouais. Et effectivement, alors au début, Chase, il voulait pas trop se servir dans les films de mafia. Il avait pris Lorraine Bracco pour faire la psy. Alors, immense hommage, Lorraine Bracco qui joue la femme dans Les Affranchis. de Henry Hill dans Les Affranchis, donc immense hommage. Mais après, il voulait pas en prendre trop. Et Phil Leotardo, qui est joué par... son nom m'échappe là, mais vous voyez, Leotardo. Je vous laisse là, j'ai pas là. Qui était dans Casino, dans Les Affranchis, dans Raging Bull, dans les films de Scorsese. Il a attendu la saison 5 pour le caster parce qu'il ne voulait pas être trop comparé. Mais à partir de la saison 5, il s'est dit c'est bon, on est les Sopranos. Et puis, on a Vito. Silvio, pardon. Silvio, bien sûr. Alors, Silvio. Ça, c'est Steve Van Zandt. Steve Van Zandt, le guitariste de Bruce Springsteen. Voilà, ça, il faut le dire. Alors ça, c'est le New Jersey. C'est la connexion New Jersey. Le mec est juste fou, quoi. Voilà. Le mec est juste... Mais il mange complètement l'écran quand il est là. Il est incroyable. Et puis, il a une réplique culte qui est tirée justement du Parrain. En fait, il imite énormément Al Pacino. Et je pense qu'on va pouvoir l'entendre peut-être la réplique. Just when they thought I was out, they pull me back in. La réplique de Michael Corleone dans Parrain 3. Ouais, donc c'est très drôle parce qu'il y a toujours un petit peu ce cercle, comme tu disais tout à l'heure. C'est une série de mafia, de mecs qui regardent les films de mafia. Il y a toujours cet aspect. Parce que le Parrain, en fait, quand c'est sorti au début des années 70, les mafieux se sont mis à regarder le Parrain. Et du coup, ont modelé leurs attitudes sur un film qui s'inspirait des mafieux. En fait, ils ont même influé sur le tournage, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et voilà, donc tout se mélangeait, en fait. C'est-à-dire, au bout d'un moment, les mafieux sont devenus fans des films de mafia. Et donc, ils se comportent comme dans les films de mafia. Et c'est le destin de Tony Soprano, c'est de se dire, je suis obligé de me comporter comme un héros de cinéma, alors que... Par ailleurs, j'ai tellement d'emmerdes dans ma vie quotidienne que c'est difficile en fait d'être un héros de cinéma. Et alors que la mafia est en train de sombrer, enfin la mafia de New York n'a plus vraiment son importance. Ils doivent soit arrêter de travailler de cette façon-là, soit se reconstituer, se reconstruire, etc. Ils vivent dans un âge d'or aussi un peu fantasmé. Quoi, on n'est plus du tout justement dans l'époque du Parrain. Et ils sont complètement anachroniques, quoi. Rien que les coiffures, enfin, les attitudes, les vestes. Poli, c'est vraiment le mafieux à l'ancienne. Et il a même plus raison d'être à notre époque. Enfin, je veux dire, les jeunes et tout. Donc c'est vrai que c'est... Mais on le voit, ce décalage en plus. C'est pour ça que c'est une série super intéressante. C'est parce que c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de deux familles, c'est l'histoire d'une époque. Toute une époque qui change, qui est bouleversée, de ces gens-là qui ont peine à cerner comment tout ça va s'imbriquer dans leur propre vie. Donc voilà, c'est absolument fascinant. C'est très intéressant ce que vous me dites, et je vais rebondir là-dessus pour conclure l'émission. On est à 20 ans après Les Sopranos. Quel est l'impact aujourd'hui des Sopranos, l'impact culturel? C'est étonnant de se dire que c'était il y a 20 ans. C'est-à-dire que maintenant, en fait, c'est un classique de la télévision. C'est-à-dire c'est une vieille série, en fait. Maintenant, 86 épisodes, je crois. 86 épisodes, de 99 à 2007.
Et l'impact culturel, on l'a dit, il est immense. Il a vraiment tout changé dans le paysage, dans les mentalités, dans le discours sur les séries. C'est une série qui est géniale à revoir parce qu'on se rend compte que ça capture vraiment une époque. C'était l'idée aussi, c'est-à-dire qu'il y avait plein de références à l'actualité, aux émissions qui passaient à la télé. Tony Soprano regarde Les Experts. Enfin voilà, ça raconte vraiment un monde. Les problèmes sociaux aux États-Unis de sociaux, le l'époque. 11 septembre. L'homosexualité également. Tout ça, c'est Bien présent. sûr. Donc c'est vraiment c'est une capsule sur une époque et c'est rendu encore plus puissant, je trouve, à revoir depuis que James Gandolfini est mort. C'est-à-dire que vraiment, on regarde cette série avec un pincement au cœur parce qu'on voit cet immense acteur. Et voilà, ça encapsule Mais l'impact, il n'a pas été uniquement dans le cinéma, dans les séries, il a été également dans la musique. C'est-à-dire qu'on va écouter quelques artistes, notamment dans le rap. Énormément d'artistes citent les Sopranos. She was playing hard to get, I read between the lines. Binge watched Sopranos, made it all the way to season 5. I am her, she is I. Got some models coming to the top row at the Waldorf. Feel like new Sopranos, cause we way above the law now. Used to be with Vashti at Santos, that's on Tommy Campos. We live like Sopranos. Ça fait partie de la culture populaire, hein, clairement. Voilà, les Sopranos, c'est rentré dans la culture populaire. Moi, ma Bon, d'un autre citation, côté- pardon, vas-y. D'un autre côté, c'est un juste retour des choses. Moi, au départ, quand Annette Blick m'a dit tiens, pour Jimmy, lis ce truc-là, ça s'appelle Les Sopranos, je dis attends, un truc sur des chanteurs d'opéra. j'en ai rien à foutre. Donc, attends. Oui, Un mais script qui s'appelle Les Sopranos. c'est vrai qu'au départ, avant de connaître la série, tout le monde pensait que c'était ça. Ouais. Ben, voilà quoi. Je commençais à lire, ah ouais, non, c'est pas des chanteurs d'opéra, tout va bien. Mais je imaginais sur Jimmy, chanteur d'opéra, c'était quand même pas top. Mais donc voilà, donc Mais juste voir retour des choses. que, en fait, des gens qui n'ont pas connu forcément les Sopranos à l'époque ont grandi, puis regardé ça, c'est vraiment important aux États-Unis, mais également on va dire, dans le monde occidental et dans le monde entier. Il y a eu un impact très très fort Je pense que ça a culturel. bouleversé complètement ce qui On concerne terminera le monde sériel, le monde de la série télé. Il y a vraiment un avant, un après, tout comme pour d'autres séries, pour X-Files ou des choses comme ça. Mais là, il y a vraiment un avant, un après. Je pense qu'il y aurait sûrement une autre série qui aurait fait la bascule, mais sans les Sopranos, il n'y aurait jamais eu le millier de séries exigeantes, intelligentes, les Six Feet Under, les machins, les choses comme ça. Toutes les séries, même contemporaines, elles n'auraient jamais existé. Même The Wire et The Shield. Absolument. On va en parler tout à l'heure, mais il y a énormément de choses qui sont Ça inspirées des tout Sopranos. déclenché, ça prouvait qu'on pouvait faire ce genre de production à la télévision et que ça pouvait avoir du succès et que c'était artistique aussi. Chose que les Américains savaient, mais Nous, on avait ne savait encore. pas. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Merci. Alain. Merci. On se retrouve pour la deuxième partie. C'était Dans la légende. On se retrouve très, très vite. De retour pour la spéciale The Sopranos, où nous allons évoquer un petit peu plus en détail l'aspect scénaristique de la série. Qu'est-ce que ça raconte et comment ça le raconte. Et avec moi, j'ai toujours Frédéric Foubert. Bienvenue à nouveau dans cette Merci. spéciale Sopranos. Et Alain Carazé. Bonjour. Rebonjour, re-bienvenue, tous les deux auteurs, journalistes également. Vous avez fait un livre sur les Sopranos avec votre... Florent Loulando, ouais. Oui, qui s'appelle The Sopranos, l'Amérique désenchantée. Exactement. Voilà. Et puis Alain, de multiples ouvrages, le dernier en date. Series Anatomy avec Roman Gita, dans lequel on revient et dans lequel justement on parle des Sopranos pour donner un exemple de comment un réalisateur de série travaille. Très bien. Alors, comme je l'ai annoncé en préambule, nous allons maintenant parler un petit peu plus en détail de ce que racontent les Sopranos et de comment ça le raconte. Je le dis, je le redis, le pitch de The Sopranos est archi simple, on va dire. C'est un père de famille mafieux malgré lui qui se retrouve à avoir des crises d'angoisse et qui va chez le psy. Alors, comment ça se passe quand un mafieux va chez le psy dans The Sopranos, sachant que ça a été fait au cinéma avec Mafia Blues, avec De Niro, dans un tout autre registre. C'est marrant d'ailleurs, c'est sorti la même année. C'est-à-dire Ouais, que Mafia c'est sorti en Blues et même Les temps. Sopranos, ça sort en même temps. Robert De Niro versus James Gandolfini. Donc on imaginait que c'était Robert De Niro qui allait remporter la partie. Et finalement, 20 ans plus tard, on se rend compte que Les Sopranos, c'est quand même plus important que Mafia Blues, même si j'aime bien Mafia Blues par ailleurs. Et voilà, rigolo. Ouais, c'est une comédie Mais voilà, marrante. alors tu as très bien dit, c'est rigolo Mafia Blues. Les Sopranos, je pense qu'en effet, Ouais, on est sur un autre niveau. C'est pas rigolo seulement. Mais c'est vrai que on en parlait sans arrêt à David Chase. Il dit, ah bah oui, mais c'est une adaptation de Mafia. Non, pas du tout. Les deux projets ont été faits en même temps. On n'était pas au courant. Voilà. Donc en effet, c'est autre chose. Mais Et donc ça crée cette série, justement, Aller chez le psy. Donc c'est un pitch de comédie,
Voilà, un pitch de comédie, ce qui est Les Sopranos, c'est vraiment une des séries les plus drôles de tous les temps, je pense. Et c'est aussi une des séries les plus sombres et dark de tous les temps aussi. Et voilà, les deux s'entremêlent et ça prend place dans ce cabinet où Tony Soprano raconte sa vie à sa psy, Dr Melfi. Des longues plages de discussion, de silence. Ça aussi, c'était une rupture dans l'histoire de la télé. C'est-à-dire que vraiment, c'est là que le silence s'installe. Tony raconte se confesse presque, raconte ses crimes. Sans pouvoir dire, mais en laissant comprendre que... En parlant il y a la loi du silence, Comment on parle dans la loi du silence. Elle joue le jeu en disant, je sais que vous ne pouvez pas me dire ce que vous faites, mais j'ai compris, donc dites-le moi sans le dire et tout. S'en vient une relation d'ailleurs très, très alambiquée entre Tony et son psy au fil des saisons. D'autant que Tony est un homme à femme, au Badabing, le club qu'il possède, il y a des nanas club partout. De striptease. Hein. Voilà, bon, évidemment, allons. Donc voilà. Et par contre, les relations entre eux deux sont très bizarres. Elle tient le choc, elle ne veut pas se laisser séduire par ce mafieux, par ce type qui a quand même un look de séduction, et elle creuse un peu. Lui se braque dès qu'on commence à parler de sa mère, Livia, qui est en fait la vraie personne qui est responsable de ces crises d'anxiété, et qui, à la fin de la première saison, va mettre un contrat sur sa tête, on va le dire clairement. Donc voilà, c'est quand même une mère qui veut tuer son fils. Quoi. Ouais, c'est l'histoire d'une mère qui veut tuer son fils et du fils qui se dit du coup, j'ai peut-être tué ma mère. Enfin voilà, mais littéralement. Voilà, c'est pas symbolique. Ils essayent vraiment de se buter. Donc c'est quand même ultra violent en fait ce que ça raconte. Il y a la première partie avec le psy qui amorce cela, et on va aborder tout de suite la deuxième partie, on va dire très importante des Sopranos, c'est la famille et la famille, c'est-à-dire la famille, la mafia, mais également la famille, le cercle familial de Tony, puisque tout, ou presque, va reposer sur ça. Tout repose sur ça parce qu'en effet, et c'est ça qu'on voit dans tous les épisodes, on voit la scène fameuse dans laquelle il descend de sa maison pour prendre le journal, il est en peignoir, il n'est pas réveillé, voilà, etc. C'est pas comme ça qu'on voyait un parrain de mafia auparavant. Ça devient la Exactement. satire de la middle class américaine. Moi, ça me fait penser aux Simpsons beaucoup. Il y a presque du Homer Simpson chez Tony Soprano, quoi. Et il y a beaucoup de Marge Simpson chez la femme de Carmela, chez Carmela, avec les ongles ultra longs, avec la coiffure, avec la façon d'exprimer, oui, complètement. Donc il y a à la fois de l'ironie, du sarcasme un peu sur, voilà, on va se moquer de ces Américains qui ont des grosses bagnoles, qui ont un frigo immense, qui sont des consommateurs, qui n'arrêtent pas de bouffer et tout ça. Donc il y a la caricature de ça, et en même temps il y a une humanité géniale. C'est-à-dire que le portrait de Carmela Soprano, parce qu'il n'y a pas que Tony Soprano, il y a Carmela aussi, c'est un portrait de femme, de Desperate Housewife avant l'heure, vraiment magnifique et plein d'humanité, quoi. Donc il y a aussi il arrive toujours à faire l'humanité et le sarcasme en même temps. Mais il n'y a pas un membre de sa famille avec qui il n'a pas des problèmes. Ce qui est intéressant et ce que David Chase arrive à bien mettre en exergue, c'est le fait que comment un parrain de la mafia peut gérer sa famille donc mafieuse s'il n'arrive même pas à gérer son propre fils déjà. Il ne peut pas gérer son fils, il peut difficilement gérer sa fille, il y a sa sœur qui arrive à un moment et c'est une catastrophe. Il ne gère personne. C'est pour ça qu'il a des crises d'anxiété, c'est pour ça qu'il est au bord de la dépression nerveuse. Je veux dire, il ne gère personne, mais il a une façade qui lui est imposée par son côté mafieux complètement, dans lequel il doit strictement rien dire, rien laisser paraître, dans lequel ça doit être le mec le plus dur du monde. Sauf que ce n'est pas le cas. Sauf que, et c'est pour ça que David Chase a choisi James Gandolfini, parce qu'il a une apparence de gros nounours. Donc il joue sur les deux tableaux. Le côté, mec, je vais t'étrangler à main nue, mais le côté, viens, je te fais un hug. C'est vraiment. Il a une certaine bonhomie et et puis il est irrésistible en plus. Voilà, une double personnalité. J'aimerais bien qu'on écoute justement Gandolfini et David Chase dans une interview. I remember when I first read the script, I thought I was missing pages. Just like people thought their TVs had broken. Well, I've had so many people say to me about the ending, so what the hell was that? And I'm like, I know pretty much what you do. And they're like, all right, I get it, but what really happened? We all went home, that's what happened. It made a lot of people angry. And sometimes I couldn't believe that it was that important to people. Would I have done anything differently with the ending of the show? I don't think so. Donc là, j'ai avancé un petit peu dans le temps en voyant Madame Soprano et David Chase. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que là, il nous parle de la fin. Et là, juste avant, on a vu que en fait, c'était qu'une histoire de famille. Comment une histoire de famille a suscité autant de réactions c'était un phénomène culturel à la fin. Pendant toute la série, ça a été un phénomène culturel absolument
monstrueux. C'est-à-dire que les magazines, ils disaient très bien, les magazines faisaient leur couverture sur la série, c'était vraiment un phénomène culturel, littéralement. Les gens voulaient absolument connaître la suite et savoir et tout. La fin, c'est... Pour toutes les séries, la fin est toujours décevante. Je pense qu'on l'a vécu Lost il y a encore... N'est-ce pas Lost? Je pense qu'on l'a vécu... Alors, Game soit of Thrones. décevante, soit incomprise. Et puis attendu avec des espérances Voilà. quasi impossibles à satisfaire. quoi. Mais justement, Exactement. là, on parle de la fin de Soprano. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment expliquer aux gens qui ne connaissent pas Soprano, comment une simple histoire de mafia, une simple histoire de famille, encore une fois, on revient là-dessus, ça a pu être si engrangé tant d'interrogations, tant de frustrations, mais aussi on reconnaît, pour certains, que c'est une des meilleures fins de série, Les Sopranos. Moi, je l'adore. Moi, je trouve ça Moi génial. aussi. Je trouve ça totalement génial. On le rappelle, complètement dans le Alors, style je sais- de la je sais pas- série. je sais pas on le jusqu'à rappelle, quel- ça se termine sur Journey, il y a une musique de Journey, on va la mettre, Don't Stop Believing. C'est quand même exceptionnel. Ça se termine sur ce son. Ouais, le genre de rock un peu lourd, de rock de stade un peu lourd, qu'aime bien David Chase et qu'aime bien Tony Soprano. Et c'est le genre de musique que devait écouter Tony Soprano quand il draguait Carmela au lycée, ou quand ils sont connus adolescents, au début des années 80. Et en fait, cette fin, elle raconte aussi, toute l'histoire. Complètement. Parce que, et c'est pour ça que je Et voulais ça se parler termine de la avec fin la maintenant. famille, quoi. Ça se termine avec Exactement. la famille en train de manger, c'est la famille. On est dans... On termine famille, Soprano on est sur comme une on l'a famille. commencé. Ouais, complètement. Ouais. Personne comme, n'est mort de la famille, tout le monde est mort de la deuxième, enfin tout le monde. Énormément, on va pas tous mourir, mais enfin, énormément de gens sont morts de l'autre famille. Il y a plein de gens qui sont maintenant avec les poissons, comme on dit, with the fish. Mais par contre, la vraie famille de Tony, celle qui le lie, hormis sa mère, parce que l'actrice est décédée au bout de la saison 2, hormis sa mère, tout le monde est là. Et ils sont tous ensemble. Ils sont à nouveau, ils ont toujours été tous ensemble. Ils se sont engueulés, ils se sont séparés. Carmela s'est séparée à un moment de Tony, etc. Mais ils sont tous ensemble. Ils sont ensemble et donc dans une scène qui est un écho Ouais. à la fin de la première saison où ils étaient au restaurant déjà tous les quatre, voilà, et où on peut faire un petit peu le bilan de est-ce qu'ils ont progressé, est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut devenir un meilleur être humain, est-ce qu'on D'où peut le avancer dans titre la vie. également de la chanson, Journey. Don't Stop Believing. Voilà, qui est Don't une- Stop ouais. Believing, qui est vraiment... Oui, une manière d'espoir aussi, de se dire la nature humaine, on peut progresser, on peut être un tueur de la mafia, et puis on a des enfants, ils ne sont pas condamnés à être comme nous, à poursuivre la généalogie du crime et du sang en permanence. Ils peuvent aussi faire des petits progrès. Après, la fin, c'est quand même, ça a été pris comme un énorme doigt d'honneur de David Chase à ses spectateurs. Oui. Il y a des gens qui l'ont très très mal vécu, la fin des Sopranos. Oui, parce que d'abord... Ça n'explique pas ce qui se Voilà, passe c'est ça, après. Mais ça laisse en justement, suspens. À partir du moment où on connaît bien la série, il n'y a pas à l'expliquer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à rentrer. Je suis d'accord. Il y a Pour pas moi, à j'ai être vraiment... didactique. Il n'y a pas à vouloir kiffé la l'expliquer. Je pense à les gens qui pouvaient s'attendre à la fin. Alors voilà, il va y avoir une scène de bagarre monstrueuse, des flingues dans tous les sens. C'est qu'ils n'ont pas vu la série. Et c'est- Certains vraiment une s'attendaient série. justement à une scène de fusillade Voilà. avec la chanson Ouais. pour que ça clôture quelque chose. Mais encore une fois, on n'est pas dans clôturer quelque chose, on est encore dans la famille. La fin, c'est le une début, chronique c'est familiale. une chronique familiale. Et c'est une Tout à grande fait. fin parce que c'était il y a 12 ans et ça fait 12 ans qu'on en parle et on est encore en train de débattre Tout à fait. de la fin. Quoi. Et Il David suffit de- Chase, on peut- Et il est toujours en train de se insupporté. taire. Il est insupporté. Il Ouais, déteste. il a un qu'on- peu cherché qu'on- quand même. Enfin, Voilà. il dit vous êtes encore en train de me parler de la fin. Il l'a cherché, il a fait une fin totalement légendaire. Et on va lui en parler jusqu'à Ouais, tout son à fait. dernier souffle. Mais bon, voilà, c'est normal. Bon, on va revenir maintenant sur Tony Soprano. On l'a un petit peu amené, un petit peu teasé. Est-ce que c'est l'anti-héros qu'on aime détester ou c'est l'anti-héros qu'on déteste aimer? Waouh, bien vu. Parce qu'on se retrouve avec ce sentiment, ces sentiments tellement contradictoires envers Tony Soprano. Et c'est la force aussi du personnage. C'est-à-dire qu'il va faire des choses tellement dégueulasses qu'on va dire c'est vraiment une ordure, je le hais. Ouais. Et Ça, 2 épisodes après, c'est le génie de Gandolfini aussi, c'est-à-dire qu'il est irrésistible, il est tellement charmant et drôle, et voilà, on a presque l'impression de faire partie de sa famille, que c'est un tonton ou un papa, voilà, qu'on peut pas s'empêcher d'aimer effectivement, alors que c'est une ordure. c'est une ordure aussi. Non, c'est une c'est pas que c'est victime. voilà. C'est une victime. Il est victime de sa famille, il est victime de sa mère, il est victime de son père. C'est une victime. Tony Soprano est une victime. Il a tout pour... Il est passionné par l'histoire. Il regarde à la télévision uniquement History Channel et des choses comme ça. Il a son tout fameux pour... tableau. Et voilà, Ouais. il a Il a des tout obsessions, pour- ouais. il a tout pour être autre chose qu'un Il mafieux. aspire à autre chose, il aspire à a autre eu chose. tout pour être autre chose qu'un mafieux. Il s'avère que
la famille back him in, la famille l'a rattrapé. Et il n'a pas le choix, il est obligé d'assumer ses fonctions et de paraître le mec super dur qui va étrangler les gens et qui, oui alors voilà, etc. Mais c'est pas lui, c'est pas lui. Lui, il aime voir les canards s'envoler, quoi. Et on le voit qu'il est dans cette contradiction lui-même. C'est dans une scène, sans vraiment spoiler, il est vraiment très très affaibli physiquement, etc. Et il va se sentir obligé de tabasser un pauvre gars gratuitement pour s'affirmer auprès de sa deuxième famille, donc la famille mafieuse. Ah mais c'est un mec violent. Pour dire qu'il est encore là et que voilà, faut surtout pas. Ah mais c'est pas un le gentil, chercher. c'est un mec violent, mais c'est pas une ordure. Moi je le vois plus comme une victime. C'est un violent, mais c'est une victime. Alors, les Et deux dans ne sont sa pas situation, il est obligé forcément de jouer, contradictoires. Ça peut être une victime, mais Absolument. également une ordure. Mais oui, est-ce que... Il se conduit bien avec les autres. À partir du moment où, voilà, Ça dépend. Quand même. À partir du moment où tu lui fais pas un coup de poignard dans le dos, ça se passe relativement bien. Il cherche toujours à rassembler les différents clans, les différents groupes. C'est pas le mec qui va déclarer la guerre aux autres. C'est plus le mec qui subit la guerre des autres. Et à partir du moment où on chauffe un peu, bon là d'accord. Mais Non, parce que... Oui. Non, c'est aussi un homme qui aspire à une autre vie. Il aurait aimé vivre ailleurs. Et effectivement, il regarde la chaîne Histoire. Il s'intéresse à l'art, en fait. On sent que ça le démange un petit peu. Et quand il est dans le coma, il rêve qu'il a mené une autre vie, en fait. Il rêve qu'il a été quelqu'un d'autre. C'est un épisode extraordinaire. Et ça, c'est un épisode totalement génial au début de la saison 6. Voilà, il se dit, j'aurais pu être quelqu'un d'autre. Si j'avais pas été rattrapé toujours par mon milieu, mes obligations familiales, j'aurais pu être quelqu'un d'autre. Donc il aspire à autre chose et il a des enfants. Il aimerait que ses enfants, du coup, aient droit à autre chose, en fait. Et c'est un rêveur aussi, Tony Oui, Soprano. je suis d'accord. Et dans la narration, vraiment, pour moi, c'est là où également est le génie de ce Soprano, c'est vraiment avoir ces différentes vagues d'émotions complètement contradictoires envers lui. Et ça a amené également aussi dans le monde de la série, ça a amené des personnages qui aussi étaient des anti-héros, qui étaient très très contradictoires, comme Vic Mackey dans The Shield. Tout à fait. Pour moi, c'est le papa de Vic Mackey, de Walter White dans Breaking Bad, de Don Draper dans Mad Men, de Underwood dans House of Cards. Voilà, c'est le père de toute cette lignée de salopards. Du Dr House, etc. Après, Vic Mackey, c'est vraiment, je trouve que c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de lui, parce qu'il y a des... Il est de l'autre côté de la barrière. Et il y a la famille. Et il y a la famille aussi qui compte énormément pour lui. Mais il y avait des anti-héros à la télévision américaine, dans les séries télé américaines et anglaises, avant. Soprano, c'est pas lui qui a créé le truc. Il s'avère que c'était plus difficile de convaincre les spectateurs de s'attacher à un anti-héros, de s'attacher à un salaud, sans pour cela que le salaud soit caricatural. JR dans Dallas, évidemment, mais c'est quasi caricatural. Je dis, c'est voilà, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Alors que Tony Soprano, c'est sur un autre niveau. Mais ça reste quand même le méchant, pour reprendre ce que tu disais, le méchant qu'on aime détester, quoi. Mais c'est vrai que c'est différent. Il y a eu Jim Profit, par contre, qui a essayé d'imposer un anti-héros télé, Jim Profit de la série Profit, qui était un psychopathe complètement délirant, mais dans le milieu de la finance, dans le milieu de... voilà. Mais là, par contre, ça a duré que même pas 10 épisodes, quoi, parce que ça a été rejeté. C'était trop. Il embrasse sa belle-mère dans les 12 premières minutes du premier, et ça... Poum, les gens ont zappé tout de suite, ça. Il roule une passe à sa belle-mère avec la langue et tout, les gens ont zappé. Là, ça a été pouf, les audiences sont tombées d'un coup. Donc voilà, ça aurait été, après les Sopranos sur le câble, ça aurait été différent. Donc, mais je veux dire, il y avait un terreau pour l'anti-héros. Il s'avère que, puis il y a eu Dexter après, etc. Ouais. Mais il s'avère que c'est vrai que Tony Soprano était le cran au-dessus, littéralement. Et qu'est-ce que ça raconte de l'Amérique, les Sopranos? Tu le disais tout à l'heure, on a un petit peu une satire de la middle class, etc. Comment l'a perçu justement l'Amérique? L'Amérique a été déjà fascinée par Tony Soprano. En fait, ce qui est génial dans la série telle que l'a conçue Chase, c'est que ça dialogue avec les changements, les bouleversements de l'Amérique. Donc on voit la série qui change au fur et à mesure de ce qui se passe réellement dans le monde à ce moment-là. C'est-à-dire le 11 septembre, ça a totalement changé l'état d'esprit de la série. Je trouve que ça a apporté une noirceur supplémentaire. Ça a changé le regard sur la mafia, sur les familles, sur ce que les personnages font et disent. Et donc, il y a cette noirceur. 20 ans plus tard, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte d'aperçu historique génial. Une photographie, voilà, exactement, de ce qui se passait à l'époque. Et c'est génial aussi de revoir Tony Soprano aujourd'hui, dans un monde où on s'interroge sur la fatigue de l'homme hétéro, blanc, occidental, post-MeToo, post-Weinstein, où on s'interroge là-dessus. En fait, Chase annonçait déjà tout ça, quoi. C'est-à-dire un mec qui fantasme qu'il est Gary Cooper, c'est quand même ça son obsession, et qui se rend compte que
dans l'Amérique du début du 21e siècle, en fait, c'est fini, tu ne peux plus être ça. Et donc, il est partagé entre, OK, le monde doit poursuivre sa marche, et si seulement on était dans le passé, dans les années 50, voilà, cette contradiction entre le futur et le côté réac de Tony Soprano. Mais ce que je trouve fascinant, moi, aussi dans cette série, c'est que tout ça a été fait sans du tout avoir dans l'idée le fait qu'ils allaient faire leur chef-d'œuvre. Chase me l'a dit plusieurs fois, et y compris à l'époque, parce que les gens peuvent dire des choses maintenant, mais c'était pas ce qu'ils disaient à l'époque. Non, je fais mon truc, mais en fait, ça sera oublié. Ouais, moi, je repousse un peu les limites, mais en fait, il y en aura d'autres après qui repousseront encore les limites, et puis moi, je serai oublié. Personne, je peux vous assurer, personne n'avait conscience, ne se rendait compte de ce qu'ils étaient en train de faire. D'autant que c'était tourné à New York. Et pas à Hollywood, et il réclamait ça. Il dit non, nous, et Gandolfini se marrait avec. Moi, je veux pas être avec les gens de Hollywood. Moi, on est bien, on est là aussi, il y a une sorte de famille. On est New Jersey, New York. On est au New Jersey, on est à New York, on est dans notre truc, on est à l'écart de tous les autres. C'est très bien comme ça. Je veux pas être avec les autres. Donc il y avait cette espèce justement de refus de ça, mais ils se rendaient absolument pas compte. Quand ils sont venus faire de la promo à Paris, ils sont venus par le train, ils venaient de Londres, par le train. Vous imaginez, Soprano qui arrive gare du Nord. Non mais c'était ça. Je l'ai vécu, les Soprano qui arrivent gare du Nord. C'était inimaginable. De nos jours, c'est totalement inimaginable, ce genre de choses. Mais ils étaient absolument pas conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Aucun d'entre eux. Mais est-ce que c'est pas pour ça aussi que c'est pour ça que la série est restée aussi fabuleux, honnête. Honnête et authentique, je dirais, dans le propos, dans le jeu, etc. Il y a quelque chose de très, très sincère dans la démarche de chacun, je pense, dans ce qu'il veut raconter Chase et comment les acteurs sont mis en scène, etc. On a parlé de la fin un petit peu tout à l'heure, un petit peu polémique, etc. Mais il y a apparemment un film une préquelle. Ça, c'est très étonnant. David Chase qui refuse tous les trucs les plus commerciaux qu'on peut imaginer. Dans un monde où il n'y a que des spin-offs, des préquels, des suites, où il faut faire vivre les marques et tout ça, tout le monde, effectivement, fantasme sur une suite des Sopranos. Voilà. Alors, Chase refuse ça, mais il fait quand même en ce moment un film préquel sur la jeunesse de Tony et la jeunesse de la famille Soprano dans les années 60. Moi, je trouve ça un peu étonnant de sa part d'y revenir alors qu'il avait juré qu'il n'y reviendrait jamais. En même temps, je lui fais confiance parce que c'est David Chase. Donc, s'il fait quelque chose, ça va forcément être intéressant. S'il décide de le faire, voilà. Moi, j'aurais une raison. Mais c'est vrai, il fait ça, mais d'abord, il ne peut plus faire les Sopranos maintenant parce que James Gandolfini n'est plus là. Voilà, c'est impossible d'avoir qui que ce soit. C'est impossible, c'est inimaginable. Et puis parce qu'il n'y aura peut-être plus rien à raconter. Mais moi, je ne sais pas. Là, c'est enregistré, donc je vais peut-être me planter. Hein. Mais j'ai l'impression quand même que ce n'est qu'un prétexte. J'ai l'impression que David Chase est en train de faire un film très différent. Il est en train de faire quelque chose de très différent des Sopranos. Il est en train de faire une œuvre complètement différente qui se sert de l'image Soprano pour attirer le public. Un peu comme on fait justement des préquels, comme on fait des trucs marqués Mission Impossible pour attirer les gens. En fait, ça n'a rien de Mission Impossible, hein. C'est un truc d'action, et puis voilà, ça n'a rien à voir avec la série. Je pense qu'il fait un peu la même chose. Et je pense qu'il fait un film très différent des Sopranos, mais quelque part, il y aura 2-3 personnages qui s'appelleront Tony. Ouais, c'est un prétexte, c'est un appel. J'ai un peu l'impression. Après les Sopranos, d'ailleurs, après la série, il a réalisé un film, David Chase, qui n'est pas sorti en France, qui s'appelle Not Fade Away, et qui raconte sa jeunesse à lui dans le New Jersey des années 60, et son papa était joué par James Gandolfini. Enfin, le papa du héros était joué par James Gandolfini. Donc là, ça se passe dans les années 60. Il réalise un peu son rêve aussi d'aller au cinéma, il prend l'acteur. Donc bon, tout ça se mélange, et peut-être ce sera vraiment, encore une fois, très personnel et très surprenant, a priori, parce que... Et qui pour jouer Tony Soprano jeune? Le fils de James Gandolfini, donc, Michael Gandolfini. C'est reste dans la famille. C'est le fils de Gandolfini qui va jouer Tony Soprano jeune. Donc ça, c'est potentiellement assez vertigineux quand même comme truc. Et son fils est acteur de base? Son fils est acteur. Il était dans The Deuce, la série de David Simon sur HBO. Donc c'est un jeune acteur. Il a une vingtaine d'années. Ça va être bonne gueule de étrange, quoi, Gandolfini, quoi. Donc on a envie de le voir. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça casse le mythe, justement? Non, je pense que ça ne cassera pas le mythe. Je pense qu'au pire, ça sera oubliable et que ça n'aura strictement aucun intérêt. Mais je ne pense pas que ça puisse... étant donné que ce n'est pas une suite directe, c'est un préquel, c'est autre chose. Et puis c'est quand même... C'est quoi? C'est 20 ans après. Oui, 20 ans après. Je pense qu'au mieux, ça peut inciter les gens à redécouvrir cette série. Et au pire, on l'aura tous oublié le lendemain.
Quand David Lynch a annoncé qu'il faisait une saison 3 à Twin Peaks, moi j'ai eu un peu peur, je me suis dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et finalement c'était grandiose et ça a rajouté de la grandeur à Twin Peaks, donc je fais confiance à David Chase, quoi. Ce sera forcément intéressant. Nous allons lancer un autre débat dans une autre émission. Sur Écoute, David Lynch. je te laisse libre de tout ce que tu viens de dire. J'assume, Et c'est ton avis. Pas de souci. Alors moi, petit parenthèse, c'est complètement l'inverse. D'accord. Ok. Alors, on fera une La spéciale prochaine David sur Lynch. Twin Peaks, J'ai très envie de parler de Dune et de Twin Peaks. Super. Pas de souci. On est dans les dernières minutes de l'émission. Si vous deviez narrer un souvenir à vous de Soprano pour donner envie aux gens de découvrir, ce serait quoi? Vas-y. Tony en train de descendre de chez lui, complètement dans le cirage, complètement dans le vague, avec son peignoir énorme, uniquement pour prendre le journal du matin, toujours avec un morceau musical très 50s en fond sonore, et qui fait ça, une routine qu'il fait tous les matins, pas réveillé, complètement. Ça, à mon avis, c'est tout le personnage. Ça, à mon avis, c'est le cœur de la série. Il n'y a pas de dialogue, ça peut paraître être une scène sans intérêt, pas du tout. Ça te pose le personnage. Voilà, ce mec-là, il a le droit de vie et de mort sur des dizaines de personnes. C'est un mafieux, etc. Et en fait, il traîne sa vie dans sa carcasse. Il n'en peut plus, quoi. Et c'est voilà. Enfin, Soprano, c'est ça. D'accord. C'est Tony en train de descendre de chez lui pour prendre son journal le matin. Frédéric? C'est difficile. Un des plus grands souvenirs des Sopranos, on en a parlé, c'est la fin. Moi, quand j'ai regardé le dernier épisode et que j'ai cru que le fichier était corrompu ou que la télé était cassée. Enfin, il y avait un problème. On a cru qu'il y avait un truc détraqué, quoi. Et on n'a pas compris la fin. Donc, on a revu l'épisode tout de suite et on en a parlé pendant une semaine. Et puis après, on s'est refait l'intégrale des Sopranos et on fait ça en boucle depuis 12 ans, en fait. Et donc, voilà, c'est la fin qui t'oblige à tout revoir. Voilà, et je précise une chose très importante, et je suis désolé, hein, Dieu sait que j'aime la VF et que j'ai aucun souci avec les comédiens de doublage, mais les Sopranos, c'est en VO. Ouais. C'est sincèrement le charisme. C'est toi qui le dis, et je ne verrai pas dire le contraire. Non, honnêtement, moi j'ai rien du tout contre la VF et vraiment, j'aime énormément de VF et je respecte énormément le travail des comédiens de doublage, mais pour les Sopranos, c'est quelque chose qui se voit en VO. Et je vais vous dire une chose, moi j'étais au lycée quand les Sopranos sont sortis et ma prof d'histoire nous a conseillé de regarder les Sopranos et en VO. Vraiment, hein, vraiment. Wow. Et on est très heureux parce qu'à Click, l'année dernière, on a reçu un des personnages phares des Sopranos. C'est Monsieur Imperioli, on va le voir en interview. Oui, pour la sortie de son livre. Do you think that kind of TV show could exist nowadays because it's the first big one, you know? Well, you know what's happening in TV, and it's kind of because of the Sopranos really changed TV in America because it changed the way they were able to tell stories, right? So now you have this anti-hero who's a criminal, who's vicious, who's the lead in the show, and that was a big risk. Yeah. And the whole 13 episodes and sex and violence and not being constrained by those censorship and stuff was a big thing. But the key to remember is that James Gandolfini was pretty much unknown to the public. Yeah. And if you look at three of the big TV dramas that changed television, Sopranos, Breaking Bad, and even Mad Men to some degree. And those three leading actors, right, those were all unknown actors to the public. Now, those big shows like that, they want to cast stars. So TV has become like the movie system was, where you need to get stars in the lead roles so the studios will make them, which kind of defeats the whole point of why this all happened. So that's where it would be difficult, because you'd have to cast all big movie stars in these roles, because that's what these networks want to do now. Je pense que c'est la meilleure des conclusions, en fait, parce que pour nous, notre star, c'est pas un acteur ou des acteurs dans Les Sopranos, mais c'est les Sopranos, tout simplement. Absolument. C'est l'œuvre en Tout à fait elle-même d'accord. qui se suffit sans avoir besoin d'avoir casté X ou Y. Écoutez, je vous remercie, c'était super intéressant, très instructif. Merci beaucoup pour ces échanges. Plein de passion, et j'espère que ça aura donné envie aux gens qui n'ont pas encore regardé Les Sopranos de découvrir, et ceux qui l'ont déjà regardé, de le regarder à nouveau. À très bientôt, c'était Dans la légende.